Le 1er juillet, c'est la fête du Canada. Mais c'est aussi le jour où beaucoup de ménages se retrouvent, déménagent déjà, donc changent de logement, mais à travers tout ce mouvement entre différents appartements, différentes maisons, il y en a toujours quelques-unes qui semblent un peu tomber entre les cracks du système, hein, qui malheureusement ne trouvent pas à se reloger rapidement. On dit qu'actuellement, il y aurait 3100 ménages toujours sans logement, et ça, on dit que c'est toujours un peu sous-estimé parce qu'il y en a qui n'appellent pas, qui se manifestent pas, qui sont simplement un peu dans le désespoir. Et donc, c'est évidemment préoccupant. Puis c'est un peu paradoxal parce que là, ça fait quelques jours qu'on sort des chiffres, mais il y a plein de logements apparemment vacants. Mais c'est ça, moi, qui me sidère, au fait. C'est que je me dis, il y a des milliers de logements vides qui sont trop chers, que la classe moyenne n'est pas capable de se payer. Et puis, tu as tous ceux que tu viens de nommer qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de place. Je me dis, on le sait, là, que le marché, ce que propose le marché ne correspond pas aux besoins des consommateurs. On regarde ça de loin. On trouve ça épouvantable à chaque 1er juillet. Puis on dirait que ça s'empire à chaque 1er juillet. Mais il se passe pas grand-chose. On le constate, mais ça reste pareil. Puis on va nous dire, ouais, mais le prix des matériaux fait en sorte que... Après ça, on va nous dire la clause G. Mais là, à cause de la clause G, on est obligé d'être transparent avec le locataire. Fait que là, il y en a qui aiment mieux ne pas louer pendant 1 an pour éviter d'avoir la clause G et d'être transparent avec le locataire. Donc là, le locataire n'a pas le droit de savoir combien l'autre a payé. Il y a quelque chose qui me tanne là-dedans. Qu'est-ce que tu veux dire? La clause G, c'est l'obligation de divulguer. Oui, voilà. Donc, ce qu'il y en a qui font, c'est qu'ils préfèrent laisser vacant un logement pendant 1 an. Comme ça, tu n'as pas besoin l'année d'après d'écrire combien vaut le logement. Effectivement. Je pense qu'aussi, inversement, cette clause-là, puis je pense que c'était l'objet là, du dernier invité dans l'émission de Rémi et Karima. L'enjeu, c'est justement si on enlevait cette clause-là puis qu'on laissait les loyers fluctuer librement, il y a des gens qui préféraient louer cette année à un prix moindre. Parce que l'enjeu, mettons là, que tu as un loyer qui est à, je sais pas, 2000 $, puis tu ne trouves pas preneur à ce prix-là. Peut-être qu'à 1500 ou à 1400, tu trouverais quelqu'un qui serait prêt à le louer, mais à partir de l'année suivante, tu vas avoir ce nouveau prix plancher-là, puis là, tu vas pouvoir augmenter de 2 3 Ça va prendre pas mal de temps avant que tu puisses revenir. Donc, souvent, je pense que le calcul que font certains de ces propriétaires-là, c'est de dire, il va y avoir de l'inflation, puis peut-être que l'an prochain, je trouverai à mon juste prix. Ça. Mais dans le fond, la clause G, autant elle sert à protéger, autant elle empêche le juste prix de se trouver. Tu sais, un marché libre, là, je dis, il trouverait, on ferait un appariement. C'est très difficile de voir les prix des loyers baisser du point de vue d'un locataire parce que tu vas t'emprisonner à ce nouveau prix-là. C'est ça. Puis en même temps, d'un autre côté, je comprends les propriétaires qui se disent oui, mais en même temps, quand quelqu'un saccage mon logement, quand quelqu'un prend pas soin du logement, que je dois faire des réparations, c'est compliqué. Moi, ça me coûte des frais, ça me coûte des sous. Puis en même temps, peut-être qu'on n'est pas assez sévère avec les locataires qui font du grabuge comme ça. Donc, il y a cet aspect-là aussi du propriétaire, même si tu n'écoutais pas vraiment ce que je disais, j'ai vu partir. Mais écoute, il y a du monde souvent qui m'ont écouté. Fait que bref, je trouve que ça, il y a ça aussi. J'ai eu un petit moment d'inattention parce qu'il s'avère que la ministre responsable de l'habitation s'est jointe à nous en studio. Karine Boivin-Roy, bonjour. Merci d'être bienvenue à l'émission. Merci. À l'émission, oui. Donc, crise de l'habitation, on parlait pénurie de logement et cette drôle de désalignement entre d'un côté des milliers de ménages qui cherchent à se loger et de l'autre, dit-on, plusieurs milliers de logements vacants. Comment vous expliquez ça en tant que ministre, cette espèce de divergence entre ces deux quantités-là? Bien, je vous dirais, bon an, mal an, il y a toujours des gens qui sont à la recherche de logements. C'est pourquoi on a une campagne active nationale de sensibilisation, d'information pour les gens. On en a eu une au mois de décembre lorsqu'on disait aux gens, bien, si vous pensez peut-être quitter votre logement au printemps, il y a les SARL qui sont là pour vous. Et là, la campagne bat son plein depuis le 18 mai pour dire aux gens, si vous êtes en recherche active, contactez le service d'aide à la recherche de logement le plus près de chez vous. Le numéro de téléphone, d'ailleurs, c'est le 1-800-463-4315. Comment on explique justement qu'à chaque 1er juillet, on constate ça? Puis même maintenant, on nous dit que c'est pas que le premier qu'on déménage, mais on constate justement que le marché correspond pas nécessairement aux besoins de la classe moyenne. Il y en a de plus en plus, puis il y en a qui nous textent, là, mon fils a 50 ans, même Belleuil, Saint-Hyacinthe, il sera pas capable de se loger, il sera dans la rue. On entend de plus en plus de témoignages comme ça. Pourquoi ça change pas, puis on dirait que ça empire?
Bien, je vous dirais, bon an, mal an, là, les chiffres se ressemblent. Et la bonne nouvelle, c'est que si on prend 2025, l'année passée, au niveau des requêtes qu'ils ont eues, là, les SARL, il y en a une quarantaine à travers le Québec. La SHQ également, qui présentement offre des heures prolongées, là. Donc, il y a eu 16 323 requêtes l'année passée. Il y en a 98 % qui ont été réglées. Donc, évidemment, 16 000, c'est beaucoup de requêtes, là, presque 17 000. C'est pas seulement autour du 1er juillet, c'est à l'année longue. Parce que les services qui sont offerts par les SARL, c'est des services gratuits, accessibles. C'est offert toute l'année parce que les gens déménagent toute l'année. On s'en rend plus compte, évidemment, parce qu'au Québec, on a le 1er juillet, mais c'est à toute l'année que les gens déménagent. SARL, c'est Service d'aide à la recherche de logement. Voilà. On aide beaucoup de monde. Ça fonctionne, ce programme-là? Bien, comme je vous dis, 98 % l'année dernière. Cette année, jusqu'à maintenant, durant l'année, là, il y a eu 9 237 demandes et jusqu'à maintenant, il y en a 6 501 qui sont réglées. Donc, c'est 70 % des cas qui sont réglés présentement. Ils offrent toutes sortes de services. Quand les gens appellent, c'est tout un réseau d'entraide qui est mobilisé, là. Le gouvernement du Québec, Réseau de la santé, les offices d'habitation, les organismes communautaires. Les gens appellent, ils sont pris en charge, ils sont accompagnés, on les aide à trouver un logement qui correspond à leurs besoins. Est-ce qu'il y a des enfants, qu'il n'y a pas d'enfants, des aidants naturels, etc. Là, chacun a une situation qui est personnalisée. Ils sont là pour écouter les gens puis trouver justement un logement qui répond à leurs besoins, mais également offrir et trouver de l'hébergement temporaire si c'est nécessaire dans la situation d'un ménage en particulier. Également, l'entreposage, les frais d'entreposage remboursés, les frais aussi de déménagement remboursés. Donc, et ultimement aussi, si les gens en ont besoin, d'être dirigés vers des aides financières pour les aider. Alors, les SARL, là, c'est vraiment un service qui est vraiment professionnalisé, je vous dirais, d'année en année. Alors, il ne faut pas que les gens hésitent et il faut qu'ils appellent. Souvent, les gens se disent, là, « Ah, ben non, je vais me débrouiller par moi-même, ça va bien, j'ai des options, tout ça. » Mais il ne faut pas sous-estimer que le temps passe vite et que les logements disponibles se louent surtout au plus bas. Et je reviens à ma question parce que les dernières années, on entendait beaucoup qu'il y avait une pénurie de logements. Puis, bon, c'est sûr que s'il n'y a pas assez de place où les gens peuvent dormir puis qu'il y a plus de demandes que d'offres, ben à un moment donné, c'est normal qu'il y ait des gens qui aient de la difficulté. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des logements disponibles. On dit que le taux d'occupation est en hausse. Comment vous expliquez qu'il y a encore autant de gens qui cherchent à se loger alors que clairement, la pénurie, là, objectivement, est moins préoccupante qu'elle ne l'était il y a quelques années? Il faut être prudent avec les chiffres qui sont véhiculés aujourd'hui. J'ai vu l'article comme vous, là, des 100 000 logements vacants à travers le Québec. Mais ces 100 000 logements vacants-là, c'est basé sur une faible consommation d'électricité avec Hydro-Québec. Okay. Alors, c'est l'unité de mesure qui est utilisée, mais ça va toucher aussi les garages, ça va toucher les chalets, ça va toucher les bâtiments secondaires agricoles. Alors, c'est pour ça que je vous dis pas que le 100 000, il n'y en a pas un certain nombre là, qui sont des logements disponibles et prêts pour la location de logements sociaux et abordables, là. Mais il faut être très prudent lorsqu'on analyse ce genre de chiffres-là. En fait, il faut se baser sur le taux d'inoccupation d'une région à l'autre et regarder à l'intérieur de ça les 4 quartiles. Et nous, ce sont les 2 premiers quartiles qui nous intéressent. Les quartiles, c'est on divise en 100. Là, exactement. Dans le fond, si on regarde les plus abordables, grosso modo. Oui, c'est ça, exactement, pour les gens à faible et revenus modestes. Par rapport à l'entretien de nos bâtiments, on pense entre autres au HLM où on a injecté pas mal d'argent. Là, ça dépasse les 780 millions. 3,6 milliards, 3,6 milliards. Oui. Est-ce qu'on est capable justement d'entretenir notre parc? Là, parce que c'est ça qu'on constate au Québec. Là. C'est comme si nos infrastructures sont pas entretenues, puis là, on a de la difficulté à habiter des gens comme ça parce que c'est plus habitable. Est-ce qu'on est capable de bien les entretenir? Je vous dirais oui. En fait, il faut être clair. Entre 2018 et 2028, là, c'est 3,6 milliards. Dans le budget 26-27, c'est 780 millions. Et il y a une cote de A à E. Hein? Donc, il faut comprendre que les cotes ont une signification. Lorsque les immeubles sont notés A, B ou C, ils sont dans un état satisfaisant. Et présentement, il y a 72 % des immeubles dans notre parc HLM qui sont des cotes A, B ou C. L'intention pour cette année, c'est qu'on se rende à 80 %. Maintenant, les immeubles qui ont les cotes D et E, ça ne veut pas dire que ce sont des immeubles impropres à l'habitation, là. Les gens sont encore là. Rendu à E,
on doit pas être loin, là, quand non, même, c'est que non? c'est une unité de mesure au niveau des travaux, dans le sens que quand un immeuble est coté D ou E, c'est qu'on considère qu'il va y avoir besoin de travaux sur 5 ans. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas habiter, parce que les HLM où c'est pas possible d'habiter, les gens sont déjà rendus ailleurs. Quel autre enjeu on peut trouver dans le DE? Est-ce que c'est des champignons, de la moisissure? Est-ce que c'est ce genre de composantes-là qu'on peut retrouver? Il y a toutes sortes de situations. Comme je vous dis, c'est pas D et E, ce ne sont pas des logements qui sont insalubres. Ce sont des logements qui requièrent des travaux. Et lorsque les travaux s'effectuent, ils vont s'effectuer sur quelques années. Ça peut aller jusqu'à 4 ans. Alors, la cote d'un immeuble ne va pas changer avant la fin des travaux. Alors, c'est pour ça que le portrait qu'on a là, des HLM semble plus grave qu'il l'est en réalité. Vous avez laissé tomber le projet de loi 20 ces dernières heures. Là, c'est hier, je pense que ça a été... Non, c'est plutôt à la fin des travaux parlementaires. C'est il y a quelques semaines. Pardon, oui, désolé. Il y a quelques semaines. Mais donc, c'est un projet qui visait à un peu changer les règles dans l'univers de la coopérative. Là. Dans le fond, oui. Je l'ai vécu proche de moi. Le système actuel donne beaucoup de pouvoir très local par les associations de propriétaires, propriétaires d'occupants des coops, de choisir ceux et celles qui viendront y habiter. Vous souhaitiez établir une sorte de guichet unique ou en fait d'avoir un petit peu plus de contrôle au niveau de Québec. Comment est-ce que vous vivez l'abandon de ce projet-là? Puis est-ce que vous sentez que c'est juste pour les gens qui sont peut-être les plus méritants d'habiter dans des coopératives, de remettre ça entre les mains de petits comités locaux qui peuvent faire preuve de discrimination, qui peuvent faire preuve de favoritisme éventuellement? Bien, c'est sûr qu'au départ là, du projet de loi 20, il y avait un rapport du vérificateur général qui soulevait le fait qu'il y avait certaines irrégularités au niveau de certains locataires. Donc, plus précisément, 2728 qui étaient là et qui avaient des revenus au-dessus du seuil d'admissibilité. Alors, évidemment, quand il y a un constat du vérificateur général, il faut réagir avec un plan d'action. Et le plan d'action était, somme toute, le projet de loi 20, mais un projet de loi qui était omnibus, là, dans lequel il y avait plus de choses que juste les coopératives. En même temps, les coopératives, c'est un modèle qui est là depuis 60 ans. C'est un modèle qui favorise la mixité sociale, la participation citoyenne. Et évidemment, il y a des choses à revoir, je vous dirais. Pour les dernières semaines... Moi, c'est pas l'expérience que j'ai, ça favorise pas la mixité sociale. sociale. Oui, je comprends votre commentaire initial. C'est des gens qui, entre eux, trouvent des gens qui leur ressemblent, puis quitte à faire entrave à des critères de revenus, puis de richesse, puis c'est des clics, là, les coopératives au Québec. Donc, on leur laisse gérer ça comme ils veulent. C'est finalement la conclusion? Bien, c'est pas ça la conclusion. Je vous dirais que lorsqu'on met en place un projet de loi et qu'on va de l'avant pour l'adopter, il faut être certain que tout ce qui est dans le projet de loi va répondre aux problèmes qu'on a identifiés et considérant qu'il restait peu de semaines à la session parlementaire, je pense qu'il y a des consultations supplémentaires qui doivent être faites, consultations par ailleurs à laquelle je n'avais pas assisté le 26 et le 31 mars dernier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que demain, il y a plein de monde qui se retrouve à la rue. Il y en a plein qui nous écoutent en ce moment puis qui se disent, ben moi, j'ai pas trouvé. Moi, je sens pas que le système est là pour moi. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là qui n'auront pas de toit sur la tête demain? Tu sais, on voit nos campements qui ne font qu'augmenter sur la rue Notre-Dame, puis un peu partout sur l'île, puis ailleurs, à travers le Québec. Là, des campements, on en voit aussi maintenant dans les autres villes. On pense à Trois-Rivières, etc. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Bien, je vous dirais, première des choses, c'est que moi, personnellement, là, mon cœur est avec tout le monde qui vit le déménagement demain. Peu importe là, qu'on ait un logement ou qu'on n'ait pas un logement, c'est une situation qui n'est pas facile. C'est une situation qui est stressante. Les gens ont des situations qui leur est personnelle, qui va compliquer le fait d'un déménagement ou de trouver un logement. Alors déjà là, il faut tendre la main. Puis comme je disais tout à l'heure, 1-800-463-4315, avec le taux de réussite de l'année dernière, 98 %. Présentement, on est à 70 % pour 2026. Il faut que les gens appellent pour aller chercher de l'aide. Ça ouvre un réseau d'entraide collectif et c'est un début, là. C'est le début de la solution pour les gens. Puis c'est Sébastien qui nous dit à la mise en onde, on parle beaucoup de logement temporaire pour aider les gens, mais logement temporaire, c'est où? C'est quand? Combien de temps on peut rester là? Est-ce qu'on peut s'installer ou déjà vite, au bout d'une couple de mois, il faut partir? Bien, c'est sûr que lorsque vous êtes en hébergement temporaire à l'hôtel ou lorsque vous êtes en hébergement temporaire chez des amis, chez de la famille, on comprend que c'est ça, c'est le mot temporaire, là. Évidemment, c'est le mot-clé dans la phrase, là. L'idée, c'est que les gens
aient des logements de manière pérenne, de manière soutenable et aussi convenable et qui répond à leurs besoins, là. Alors, il faut commencer par le commencement. C'est pour ça qu'on invite les gens à appeler leur SARL ou encore d'appeler les services d'urgence de la SHQ. Je vous ai donné le numéro de téléphone. Oui, mais où est-ce qu'on peut avoir ces logements-là? Puis quand est-ce qu'on peut y avoir accès? Bien, c'est le SARL qui va regarder pour chacune des situations particulières. Alors, je ne peux pas vous dire, là, pour tel, il faut voir, là, chaque cas est un cas d'espèce, là. Puis évidemment, ça dépend aussi d'une région à l'autre. Il y a des SARL, comme je vous dis, il y en a une quarantaine à travers le Québec. Alors, évidemment, ils sont les mieux placés avec les offices d'habitation. Ils connaissent leur région et ils vont aider les gens à la pièce, à la famille, au ménage. Est-ce que ça vous inquiète, la situation présentement au Québec? Bien, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses qui sont inquiétantes. Je vous dirais, on a différentes crises en même temps. La crise de l'abordabilité, moi, c'est mon mandat de lutter contre cette crise de l'abordabilité-là de 3 manières, en construisant plus, en rénovant notre parc HLM, mais aussi en offrant des programmes pour les personnes, là, comme entre autres le programme Allocation Logement, qui est beaucoup utilisé par les personnes aînées. Quand on est arrivé au pouvoir, c'était 80 $ le montant maximal par mois. Maintenant, c'est 170 $ par mois. Donc, on aide 132 000 ménages avec ça. Il y a d'autres programmes dont vous avez entendu parler également, le supplément au loyer. Alors, moi, c'est les 3 fronts sur lesquels je lutte contre cette crise de l'abordabilité. Puis en même temps, on voit aussi qu'il y a aussi le panier d'épicerie qui augmente et la situation globale. C'est pas facile aujourd'hui là, pour nombreuses familles québécoises. C'est certainement un sujet dont on va parler dans les prochains mois. Karine Boivin-Roy, députée d'Anjou, Louis-Riel et ministre responsable de l'Habitation. Merci d'être venue nous voir en studio. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne journée. Bon 1er juillet. Merci, vous aussi.